mais il y a le contexte externe et appelons-le global. Et ce contexte global, c'est l'Anthropocène. Aujourd'hui, à France Culture, par exemple, il y avait une émission sur l'Anthropocène. Il y a un colloque demain, après-demain, au Collège de France sur l'Anthropocène. L'Anthropocène va devenir de plus en plus l'horizon de référence d'absolument toutes les questions dans lesquelles nous vivons, parce que l'Anthropocène, c'est ce qui conditionne notre avenir à qui que nous soyons sur la planète, que nous soyons un pied de maïs d'ailleurs, ou un habitant de plaine commune, nous sommes conditionnés par l'Anthropocène, qui va être le grand sujet de la COP21. Mais l'Anthropocène, qui a commencé il y a 250 ans, si on suit en tout cas les définitions qu'on en donne aujourd'hui, hein, ça se discute, tout le monde n'est pas d'accord avec ça, il y a des géologues qui contestent ces définitions, c'est important que vous le sachiez. Quoi qu'il en soit, l'Anthropocène, ça fait grosso modo, d'après Crutzen, qui est un prix Nobel qui a lancé ce mot, ça fait 250 ans qu'il a commencé. Mais nous sommes dans une situation, aujourd'hui, nous les hommes et les femmes du XXIe siècle, en 2015, dans une époque particulière de l'Anthropocène. Et cette époque particulière de l'Anthropocène, c'est ce qu'on appelle aussi la disruption. Qu'est-ce que c'est que la disruption ? La disruption, c'est un phénomène qui résulte du fait qu'aujourd'hui, l'évolution technologique, la vitesse de l'innovation est beaucoup plus grande que les capacités de transformation et d'évolution des systèmes sociaux. Ce que j'appelle les systèmes sociaux, c'est la langue, c'est l'institution familiale, c'est le conseil communautaire de plaine commune, c'est la loi française, c'est la macroéconomie. Tout ça, ce sont des règles sociales qui constituent ce que Bertrand Gilles, un historien des techniques qui a publié l'histoire des techniques de la Pléiade, appelait des systèmes sociaux. Et Bertrand Gilles a montré qu'une société ne peut pas fonctionner si elle n'arrive pas à articuler étroitement, en les ajustant, l'évolution du système technique et l'évolution des systèmes sociaux. Il a montré que pendant 200 ans, depuis Napoléon, grosso modo, la société, le modèle napoléonien s'étant exporté un peu partout dans toute l'Europe, la société a essentiellement reposé sur une organisation sociale qui s'appelait l'État. L'État a été constitué de systèmes sociaux qui étaient conçus pour pouvoir absorber l'innovation qui apparaît à partir de 1780, parce que l'Anthropocène, en fait, c'est la machine à vapeur. C'est le moment où James Watt rencontre Matthew Boulton et qu'ensemble, ils constituent la première entreprise de machine-outil s'appuyant sur de machinerie industrielle, en l'occurrence de vendre de la machine à vapeur dans tous les secteurs économiques. Et ce processus va commencer à déstabiliser les structures sociales. C'est avant la Révolution française, tout ça. Et cette déstabilisation de structure sociale, ce que dit Bertrand Gilles, c'est qu'en fait, la Révolution française va avoir lieu pour créer une nouvelle organisation capable d'absorber ces transformations et de faire que les systèmes sociaux s'adaptent, se transforment, s'emparent, et à travers l'État. Et il appelle ça le processus d'ajustement. Dans son livre, dont je vous recommande de lire les 70 premières pages, ça s'appelle Prolégomène et Histoire des techniques, donc ce sont les concepts de base qui lui servent à faire cette histoire des techniques, je vous recommande vraiment de le lire. Il dit une innovation, ça n'a lieu que quand le système technique a été approprié par les systèmes sociaux. La disruption, c'est quand le système technique n'est plus appropriable par les systèmes sociaux. Et ça, c'est un contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est que vous avez tous rencontré, c'est-à-dire que vous voyez des élus qui s'emparent de dossiers, parce qu'un élu, il doit, pour exister, avoir des dossiers. Il s'empare de dossiers, il propose des transformations de la loi, etc. Et quand il apporte le dossier et qu'il a ficelé et que finalement on arrive à un vote, la situation a changé. C'est-à-dire que le rythme de transformation de la société échappe aux politiques, pour le dire clairement. Et pas simplement aux politiques. Quand je dis le politique, c'est pas simplement les représentants politiques, mais c'est la société politique. Aujourd'hui, nous vivons dans une société où la puissance publique, qui n'est pas pour nous seulement l'État. Par exemple, plaine commune, c'est la puissance publique, ce n'est pas l'État. C'est un bout d'État. Et ça peut être autre chose qu'un État, aussi une puissance publique. La puissance publique, aujourd'hui, arrive toujours trop tard. Dans la disruption, les processus de transformation induits en particulier à travers le numérique, c'est pas seulement le numérique bien entendu, il y a beaucoup d'autres domaines, les biotechnologies, etc., qui se connectent maintenant avec le numérique, mais la puissance publique arrive toujours trop tard. Notre analyse à Ars Industrialis, c'est que ce retard-là est dangereux, extrêmement dangereux, et qu'il peut conduire à des explosions sociales. Alors, il y a des gens que nous connaissons bien qui pratiquent aujourd'hui le discours de la disruption, c'est par exemple
un groupe qui s'appelle The Family. Nous les connaissons bien parce qu'un de ses fondateurs, nous l'avons invité à Ars Industrialis pour faire une intervention. C'est Nicolas Collin. Et ils ont lancé un groupe qui s'appelle Les Barbares Attaquent. Et où ils présentent aujourd'hui l'innovation technologique et la nécessité de secouer la France pour qu'elle redevienne beaucoup plus dynamique, etc., en adoptant pleinement le modèle disruptif et en disant, voilà, c'est évidemment un discours de provocation et qui a pour but d'attirer, c'est du marketing aussi, hein. Voilà, les barbares attaquent la démocratie, les barbares attaquent l'éducation, les barbares attaquent l'immobilier, etc., etc. Tout ça, c'était un an avant l'ubérisation, enfin avant le conflit Uber, hein, que ça a été lancé. Comme vous le savez, les choses ont un petit peu évolué. Pourquoi? Parce que, par exemple, ce conflit Uber aujourd'hui, qui n'est pas simplement Uber, mais Airbnb et tous ces nouveaux modèles d'affaires, comme on les appelle, aujourd'hui sont remis en question, non pas du tout en Seine-Saint-Denis ou en France, mais à San Francisco. Et la communauté municipale de San Francisco est très mobilisée en ce moment contre les abus de tout cela. Alors, ça inquiète beaucoup cette situation. Tout le monde, pas simplement les élus, les habitants, mais aussi les entrepreneurs. Par exemple, si vous regardez ce qui va se passer bientôt avec la FNEJ et Xerfi, ils organisent quelque chose très bientôt. C'est surtout pour des leaders d'entreprises, etc. Pourquoi faire? Pour acter le fait que l'ampleur des mutations est telle que notre seule certitude est désormais d'avoir à faire face à l'incertitude. Je ne suis pas totalement d'accord avec cet énoncé. Je ne suis pas totalement d'accord avec cet énoncé parce que moi je fais partie des gens qui croient qu'on peut tout à fait anticiper un certain nombre de choses. Je crois même nous pouvons nous vanter d'avoir anticipé des choses, y compris Ars Industrialis par exemple. En 2005, nous disions le système boursier et financier actuel ne peut pas tenir, il va se casser la figure. Et on n'était pas les seuls à le dire, mais on n'était quand même pas très nombreux. Et aussi sur des tendances techniques lourdes. J'aurais pas le temps de parler au départ, j'avais l'intention de parler de ça, mais on n'a pas le temps. J'aurais voulu vous parler de concepts qui sont développés aussi bien par l'anthropologie d'André Leroi-Gourhan que l'histoire des techniques de Bertrand Gilles. Les systèmes techniques évoluent à travers ce qu'ils appellent des tendances techniques, qui sont des grandes dynamiques, des lames de fond, et dont on ne voit que l'écume à travers ce que Leroi-Gourhan appelle des faits techniques. Les faits techniques, c'est par exemple, voilà, cette réunion qui va avoir lieu, c'est les Barbares Attaquent qui lancent un système de captation d'investissement sur des technologies de rupture, c'est toutes sortes de choses comme ça. Mais en dessous de cette écume, il y a des processus de fond. Et nous travaillons aussi bien Ars Industrialis qu'Aleri, d'ailleurs, à identifier ces processus de fond, à les qualifier et à les faire émerger autant que possible. Alors, cela étant, la disruption, c'est un discours qui est très important aujourd'hui, qu'il faut analyser en tant que tel. Et il est très très important qu'un territoire comme celui-là, en particulier s'il veut s'engager dans ce type de démarche, véritablement s'affronte à ces questions directement. Un des grands représentants du modèle disruptif, c'est le patron de Tesla, qui est une entreprise qui commence à être très connue, qui fait des véhicules électriques, qui roulent des véhicules de luxe, qui ont des caractéristiques remarquables. C'est aussi quelqu'un qui tient un discours, il est dans toutes sortes de domaines, il fait des panneaux solaires, etc. C'est Elon Musk, donc je vous ai fait passer des documents là-dessus. Et Elon Musk tient un grand discours sur l'énergie, en particulier à travers une batterie au lithium, en disant qu'on peut très radicalement modifier le secteur énergétique avec les technologies du lithium. Je ne vais pas vous proposer de vous donner mon avis ou de vous demander quel est votre avis sur cette proposition. Ce que je veux simplement dire, c'est que cette proposition, elle est très construite, puisqu'on vous a communiqué le texte, qui est un texte qui a été très bien fait par Hubert Guyot sur le site Internet Actu. C'est très très clair, donc je vous recommande de le lire. Là, j'en montre quelques passages. Il y a un argumentaire extrêmement intéressant pour essayer de prouver qu'on pourrait, avec une technologie qui s'appelle le Powerwall, complètement transformer avec l'énergie solaire toutes sortes de problèmes. Ce que nous voulons, ce que j'essaye de vous dire en évoquant ce genre de proposition, c'est qu'il est très important, si on veut s'engager sur ce territoire apprenant ou ce territoire étudiant dans le champ du numérique, résolument, il est très très important de bien mesurer la singularité des nouveaux types de propositions qui s'opèrent dans le champ industriel et qui sont liés à des processus de rupture. Ces processus de rupture, ils sont, pour une partie, il y en a qui sont d'ordre scientifique, à proprement parler. Par exemple, tout ce qui procède de la convergence dite
NBIC, c'est-à-dire nanotechnologie, biotechnologie, technologie de l'information et technologie cognitive, ce sont des processus qui viennent de transformations très profondes dans les savoirs, dans les pratiques, dans la physique, etc., etc. Il y a d'autres transformations très importantes qui se produisent, c'est aussi le cas évidemment de ce que dit Elon Musk. Mais ces transformations, elles ne sont viables si on continue à penser comme Bertrand Gilles, que si elles sont capables de sécréter des nouveaux, pas simplement des modèles économiques, des business models comme on dit pour des entreprises, mais une nouvelle macroéconomie qui soit soutenable pour que des gens, par exemple, puissent payer des factures d'électricité, etc., etc. C'est-à-dire qu'il faut que se réinvente un ensemble, systèmes techniques, systèmes sociaux, qui soient cohérents. Et actuellement, la disruption détruit cette cohérence. Parmi les processus disruptifs, il n'y a pas que ces transformations liées à des savoirs nouveaux et des technologies nouvelles, il y a aussi des transformations de modes de coopération, par exemple, avec ce qu'on a appelé la modularité dans le cas de la constitution, de la conception de cette automobile qui s'appelle la Wikispeed, qui a été conçue et réalisée en 3 mois. Alors, je ne suis pas allé vérifier vraiment sur le terrain jusqu'où il fallait... comment elle roule, ça, je pense qu'elle roule bien. Je suis pas allé voir dans quelle mesure c'était vraiment 3 mois ou je sais pas. Mais je dirais, peu importe. Bon, il y a des gens que vous connaissez certainement ici qui s'appellent WeShare qui parlent beaucoup de ça. C'est sur leur site d'ailleurs que je suis allé chercher ça. Et voilà, cette automobile a été non seulement conçue mais construite en 3 mois. Et elle roule et elle a des performances tout à fait exceptionnelles. Alors, c'est pas une automobile électrique, celle-ci, c'est une automobile qui a un bilan énergétique extrêmement favorable, puisqu'elle roule à 2,8 litres au 100 et elle peut atteindre 280 km/h. Tout ça, ce sont des technologies disruptives. Ces technologies disruptives, le problème qu'elles posent aujourd'hui, c'est qu'elles court-circuitent de plus en plus les territoires, les universités, les assemblées nationales, les familles aussi, les parents. Les parents, de plus en plus, leurs enfants leur échappent parce que les enfants connectés, c'est très 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 difficile de vraiment peser sur les modèles éducatifs qu'on veut mettre en œuvre. Et donc il y a un processus de court-circuit généralisé qui s'opère et dont nous pensons, nous, qu'il n'est pas soutenable à long terme. C'est d'ailleurs pour cela qu'à San Francisco, la municipalité s'est attaquée à Airbnb et s'attaque à Uber aussi et un certain nombre d'autres. Et ça devient un débat national dans toute l'Amérique du Nord. C'est-à-dire que l'ubérisation de l'économie aujourd'hui, ça n'est plus un modèle qui est porté par l'Amérique du Nord, c'est un modèle qui est critiqué par l'Amérique du Nord. C'est très très important de le savoir. Il faut bien comprendre quand je dis ça que je ne suis pas en train de vous dire que à bas l'ubérisation de l'économie. C'est pas du tout ça, le discours que je tiens. Parce que par exemple, une question qui se pose, c'est comment créer des systèmes type Uber à l'échelle d'une communauté, par exemple, publique. Et il y a des choses très positives dans ces processus-là. Mais en revanche, il est très important de comprendre que aujourd'hui, tel qu'il se développe, ils tendent à court-circuiter absolument toutes les organisations sociales et qu'à partir de là, ils produisent évidemment une casse sociale considérable, pas simplement pour les chauffeurs de taxi, dans le cas d'Uber, etc. Ils remettent en cause en fait des modèles macroéconomiques fondamentaux. Par exemple, la fiscalité de San Francisco, etc. Et tout ça pose de très très grands problèmes. Alors, ce que nous pensons, nous, c'est que nous vivons un changement aujourd'hui majeur, donc de société, lié à la technologie, qui a des caractères tout à fait inédits, dans un contexte qui est l'Anthropocène, et je vais vous dire dans un instant pourquoi je parle de l'Anthropocène. Nous vivons la fin, vraiment les derniers instants, d'un modèle macroéconomique qui est apparu il y a 82 ans, ce jour-là. C'est Roosevelt qui signe un certain nombre de documents qui font émerger, en 1933 donc, ce qui va permettre d'absorber un autre processus à l'époque de transformation sociale et technologique extrêmement important qui s'appelait la taylorisation et qui modifiait radicalement l'organisation de l'économie américaine et du monde entier très rapidement. Nous vivons nous-mêmes quelque chose du même ordre. Sauf que là, vous voyez sur ce processus d'automatisation beaucoup de monde au travail. Donc ça permet de redistribuer via les salaires du pouvoir d'achat et de faire que les automobiles, 1 million par an produits par Ford, au bout d'une vingtaine d'années du modèle, soient vendus parce que les ouvriers eux-mêmes peuvent acheter des automobiles. Alors que nous sommes confrontés à un robot qui, lui, ne travaille avec personne.
même s'il y a des cobots, bien entendu, ça existe, c'est-à-dire qu'il y a des robots qui travaillent avec des êtres humains, mais dans des conditions, d'ailleurs ce sera un sujet central des travaux qu'il fait mener ici, hein, sur qu'est-ce que c'est que la constitution d'un savoir travailler avec des robots dans un système de cobots. Quoi qu'il en soit, donc ce que nous sommes en train de vivre, nous, ça c'est un robot qui est conçu chez Foxconn, c'est-à-dire dans l'entreprise chinoise enfin, de Taïwan qui fabrique ces machines-là et les smartphones. Et les smartphones iPhone, je veux dire, précisément, c'est un robot qui fabrique des iPhones. Et ce robot-là, qui est d'ailleurs conçu par Foxconn avec Google, Google est partenaire de la mise en place de ce robot, eh bien, il n'a besoin de personne pour travailler. Alors, nous soutenons qu'il faut inventer un nouveau modèle macroéconomique, comme à l'époque de Roosevelt, Keynes a contribué à la définition d'un nouveau modèle macroéconomique, parce que, vous le savez bien, l'économie, ça constitué par des cycles. Et les cycles, alors il y a les cycles longs, dits de Kondratiev et ces choses-là, mais il y a des cycles très courts qui sont les cycles de la marchandise. Par exemple, il faut qu'une marchandise, une matière première rentre dans une usine, elle ressort transformée en marchandise, la marchandise est distribuée, elle doit être achetée, elle ne doit pas rester en stock, et l'argent doit revenir. Voilà, c'est un circuit. Voilà. Et pour que ce circuit se produise, il faut que l'argent circule. À partir de là, il y a une question fondamentale qui se pose à la macroéconomie de l'époque de Foxconn, c'est avec quel argent les gens qui ne travaillent plus, puisque les robots les ont mis dehors, peuvent-ils consommer ce que produisent les robots? C'est ça la question fondamentale. Je la présente d'une manière évidemment un peu schématique, ça mériterait quelques développements, mais grosso modo c'est ça la question. Nous soutenons que ces robots qui donc mettent dehors ces ouvriers, eh bien ils mettent fin à la prolétarisation. Parce que les ouvriers qui travaillent là, en fait, ne sont pas des ouvriers. Ils sont ce qu'on appelle des prolétaires. Et un prolétaire, c'est quelqu'un qui est caractérisé par le fait qu'il peut accomplir une tâche sans avoir un savoir pour accomplir cette tâche. C'est ce que dit Karl Marx en 1848. Et pourquoi? Parce que ce qu'on lui demande, c'est de s'adapter à un système technique dans lequel le savoir a été implémenté par un bureau d'études, d'ingénieurs, de spécialistes. Et ce système, à l'époque de Taylor, il a encore besoin d'une main-d'œuvre parce qu'il ne peut pas tout faire. Il y a encore des compétences humaines qui sont indispensables à ces automates. Les automates ne sont pas capables de tout faire. Ceux-là, par contre, ils sont en tout cas capables de se passer de ce qu'était l'équivalent du travailleur à la chaîne. À partir de là, une proposition que nous avançons, qui est avancée dans un livre, je crois, qui vous a été communiqué, qui s'appelle « L'emploi est mort, vive le travail », nous disons que, en fait, ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est la disparition de l'emploi progressive. Dans l'extrait de journal que je vous présentais tout à l'heure, les chiffres qui sont donnés, qui sont repris de nombreuses études, c'est que l'emploi est amené à diminuer de 50% dans les 20 ans qui viennent, et c'est colossal. Et c'est absolument insoutenable sur le plan économique, ça n'est tout simplement pas possible. Sauf si, bien entendu, non pas on oblige les entreprises à garder des employés, parce que ça on n'y arrivera pas, c'est absolument évident, mais si on met en place des critères de redistribution d'un nouveau type. Et nous pensons que ces critères de redistribution d'un nouveau type, ils doivent être mis au service eh bien, de la production de ce que Erwin Schrödinger appelait dans ce livre la négantropie, l'entropie négative. J'introduis un concept qui se développe entre 1824 et 1944. 1824, c'est le début d'une théorie dite de l'entropie, qui montre, en étudiant la machine à vapeur, c'est un Français qui s'appelle Carnot qui développe cela, qui montre que, en fait, une machine à vapeur dissipe de l'énergie et cette énergie ne sera jamais rattrapée. Et que on ne peut pas, il faut comprendre, c'est ce qu'on appelle le deuxième principe de la thermodynamique. Le premier principe, c'est la conservation de l'énergie, mais le deuxième principe, c'est que cette énergie se dissipe. Et quand elle est dissipée, elle est perdue. On ne peut jamais la récupérer. Alors, ça va être transformé en 1865 en une théorie physique à proprement parler, parce qu'au départ, c'est une théorie de la machine thermodynamique, c'est une machine à vapeur. À partir du moment où, en 1865, donc, un type qui s'appelle Rudolf Clausius, un physicien, va dire qu'en fait, toute la matière est soumise à cette loi de l'entropie. En 1929, un autre
physicien qui est astrophysicien, qui s'appelle Erwin Hubble, lui va montrer que, en fait, c'est observable dans l'univers, puisque l'univers est en expansion, et que cette expansion de l'univers qui est découverte et observée au télescope à partir de 1929, eh bien, en fait, elle n'est explicable que par la loi de l'entropie. C'est-à-dire que l'univers se désorganise, il se dissémine en quelque sorte. Et en 1944, un physicien, donc Erwin Schrödinger, qui est très connu en mécanique quantique, va se tourner vers le vivant, et pour essayer de comprendre comment émerge le vivant. Et dans quelle mesure, en tant que chimiste ou que physicien, on peut, à partir des lois de la matière physique et chimique, déduire les lois du vivant. Et ce que va montrer Schrödinger, c'est qu'on ne peut pas. C'est-à-dire que le vivant, on n'en trouvera jamais les lois à l'intérieur de la physique et de la chimie. Il faut changer de discipline, il faut passer à la biologie. Et ce que décrit Schrödinger, c'est que la biologie, en fait, c'est ce qui sort de l'entropie, et c'est ce qui inverse le sens de l'entropie. Il dit un être vivant, c'est un être qui, en fait, produit ce qu'il appelle de l'entropie négative, c'est-à-dire qui lutte contre la dissipation de l'énergie, qui conserve de l'énergie, qui, avec cette énergie, produit de l'organisation, des organes, les organes de ce poussin, par exemple, etc., etc. Alors, si j'insiste sur ce point, c'est parce que nous pensons que l'avenir est une économie de la négantropie. Et pour l'argumenter, je m'achemine vers une fin, pour l'argumenter, nous passons, Ars Industrialis, par Amartya Sen. Je vous parle d'Amartya Sen et je vous montre Harlem. Harlem, c'est un peu la Seine-Saint-Denis du Manhattan. Hein. On n'a pas ça ici. Non, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. On a eu ça il y a 10 ans. Il y a eu ça. Il n'y a plus ça à Harlem maintenant non plus. Ouais. Mais Harlem, pourquoi est-ce que je dis c'est un peu la Seine-Saint-Denis? C'est parce que c'est une capitale, New York, non seulement une capitale, mais c'est Manhattan en plus. En plus, il y a Columbia, qui est une des meilleures universités du monde, bon, qui est sur Harlem. Mais Harlem, c'est pas de la tarte, quoi. Bon. En même temps, Harlem, c'est quand même un endroit où, voilà, il y a absolument tout ce qui constitue un territoire urbain, c'est-à-dire de l'énergie, de l'eau courante, des égouts, des écoles, des policiers, des tribunaux, une justice, etc., etc. Et puis des supermarchés, de quoi manger. Eh bien, Amartya Sen a montré que, en fait, les gens qui vivent à Harlem ont une espérance de vie inférieure aux gens qui vivent dans le Bangladesh, à l'époque où il a fait son enquête, c'est-à-dire en 1972. Pourquoi est-ce qu'il a pu constater cela? Et ça, c'est le sujet de son grand travail sur lequel il a eu le prix Nobel. Il est allé travailler au Bangladesh, et ce qu'il a découvert, c'est que les gens du Bangladesh ont maintenu ce qu'il appelle des capabilities, il appelle ça comme ça, des capacités. Souvent on dit de l'empowerment, mais ce n'est pas du tout ça que décrit Amartya Sen. Ce qu'il appelle des capacités, c'est les capacités à travailler ensemble, à partager des savoir-vivre d'abord, des savoir-faire ensuite, et des savoirs spirituels enfin. Et ce qui caractérise les habitants de Harlem, c'est que leurs savoirs ont été détruits par le consumérisme, par la prolétarisation au travail, parce que la prolétarisation, c'est vraiment le fait que vous n'avez plus besoin de savoir, le savoir est dans les machines, et dans les systèmes, et dans le poste de télévision, et dans l'ordinateur, mais vous n'avez plus de savoir. Je ne vais pas vous faire un développement sur l'analyse que j'ai faite du discours d'Alan Greenspan du 23 octobre 2008, mais je vous le dis très rapidement. Greenspan a été mis en cause par le Congrès américain en 2008 à la suite de l'effondrement de Lehman Brothers et des subprimes. Et il a répondu, en fait, c'est comme ça parce que tout est passé dans les machines et personne ne sait aujourd'hui comment ça fonctionne. Et il décrit, en fait, ce que disait Marx en 1848, à savoir que Marx disait que ça commencerait par les ouvriers, mais ça continuerait, ça s'étendrait à tout le monde, à tous les acteurs du monde industriel à terme. Ça, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Or, ce qui est important, c'est de savoir que ce processus, qui dans le cas d'Amartya Sen passe par ce qu'on appelle les big data, les algorithmes, etc., eh bien c'est un processus anthropique. C'est d'ailleurs ce que dit Amartya Sen lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est un processus anthropique? Ça veut dire que c'est un processus qui tend à s'enfermer dans une boucle qui est une impasse et qui nécessite des changements, c'est-à-dire de la négantropie. Un savoir, c'est de la négantropie. Quand un mathématicien développe un nouveau théorème, il produit de la négantropie, c'est-à-dire un élément nouveau,
Quand Schrödinger disait que la vie ne peut pas émerger des lois de la physique, ce qu'il voulait dire, c'est que pour que la vie émerge, il faut que quelque chose se produise, ce qu'on appelle aujourd'hui en théorie des systèmes une bifurcation, qui fait qu'il y a quelque chose qui apparaît dans la physique qui n'est plus de la physique, qui est de la biologie, et que la physique n'aurait jamais pu produire. Pour le dire dans un langage de théorie des systèmes, un système fermé ne peut jamais produire la bifurcation qui va le faire se transformer. Je vous dis cela parce que la prolétarisation produit des systèmes fermés, c'est-à-dire de l'entropie. Et aujourd'hui, la prolétarisation ne touche pas que les ouvriers qui sont devenus prolétaires, ça touche les consommateurs, ça touche les cadres, ça touche même les profs d'université, ça touche absolument tout le monde. À partir de là, et à partir du moment où par ailleurs nous sommes entrés dans l'anthropocène, la grande question, qu'est-ce que c'est la question de l'anthropocène? C'est de sortir de l'entropie. Le problème de l'anthropocène, c'est qu'il produit énormément d'entropie. Et cette entropie détruit la viabilité du globe. À partir de là, la valeur de demain, ça sera la valeur qui est capable de produire de la négantropie dans cette situation anthropique. Ce que nous soutenons, nous, c'est que l'enjeu de l'automatisation et du numérique de demain, c'est d'utiliser les automatismes pour produire de la négantropie, c'est-à-dire de la déprolétarisation. Comment est-ce que c'est possible ? Eh bien d'abord parce que l'automatisation, ça permet de gagner du temps. Il y a deux possibilités s'il y a du temps gagné. Ce temps peut être alloué, par exemple, à la soumission à des programmes d'industrie culturelle ou de captation de l'attention qui vont vous prolétariser encore plus sur le plan en tant que consommateur, ou bien ça peut être un temps alloué au développement de vos capacités négantropiques. Ce que nous soutenons à Ars Industrialis, c'est que c'est ce que font les intermittents du spectacle. Quand les intermittents du spectacle ne sont plus en production, qu'ils ont fait leurs heures, comme on dit, alors parfois ils continuent à être en production même quand ils ont fait leurs heures, bien entendu, parce qu'ils ont du boulot, mais quand ils n'ont plus de boulot, disons, quand ils n'ont plus de travail salarié, quand ils sont plus sur une prod, eh bien, ils ont un droit à fonctionner pendant un certain nombre de mois. Pour quoi faire ? Pour développer leur capacité. Pas pour acquérir des compétences. Les compétences, ce sont toujours des compétences d'adaptation à un système. Donc les compétences, ce ne sont pas des compétences de savoir, ce sont des compétences d'emploi. Les intermittents, ils sont là pour développer leurs capacités et ces capacités, pourquoi est-ce qu'elles nous intéressent ? Eh bien, c'est parce qu'elles produisent de la négantropie, c'est-à-dire qu'elles produisent de la différence. Évidemment, ce sont des artistes. Un artiste, par nature, c'est quelqu'un qui produit de la négantropie. Ce que nous croyons, c'est qu'il est possible aujourd'hui de repenser l'économie, évidemment progressivement, à partir de la valorisation de la négantropie plutôt que de l'entropie. Non seulement nous pensons que c'est possible, mais nous pensons que nous n'avons pas le choix. Nous pensons que c'est la seule possibilité pour, par exemple, surmonter la question de l'anthropocène. Et qu'à partir de là, la question fondamentale, c'est de réarticuler étroitement les territoires qui sont des unités de vie économique, sociale, etc., éducative, les technologies, et en particulier les technologies de réseau, et des modèles économiques. Pourquoi faire ? Eh bien, pour apprendre à élaborer une nouvelle macroéconomie, et pour que cette élaboration puisse se produire de manière satisfaisante, avec toutes les garanties de robustesse et de reproductibilité, etc., il faut créer des chaires, précisément, c'est-à-dire tout un processus qui va accompagner tout cela avec des juristes, avec des économistes, avec des ingénieurs, avec des sociologues, des psychologues, des informaticiens, des télécommunicants, etc., qui vont progressivement dérouler le processus, disons, au niveau macroéconomique et macropolitique, précisément. Voilà, je vais m'arrêter là. J'ai essayé de ne pas être trop long. Merci de votre attention. Ce que je proposais, c'est qu'on ait des questions plutôt à la fin, tout à fait à la fin. S'il y a quelqu'un qui a absolument besoin de poser une question maintenant, ce n'est pas interdit, cela dit. Mais s'il n'y en a pas, je passe la parole à Olivier. Je vais te laisser te présenter, Olivier.